dinosaures ont disparu de la surface de notre planète, mais enfouis dans ses flancs, leurs os continuent d'exercer une magie qui séduit les paléontologues, les touristes et les amateurs d'ossements. Même dans des coins aussi reculés que Jordan, dans le Montana, aux États-Unis. Pour les habitants du comté de Garfield, la recherche d'ossements est un passe-temps qui s'est petit à petit mué en passion. En 88, le jour de la fête du travail, les fermiers Tom et Cathy Wankel partent en randonnée dans les collines du Montana. J'ai toujours adoré chercher des cailloux intéressants. J'ai toujours aimé les pointes de flèches, n'importe quoi d'ancien, et je marche toujours en regardant par terre. Ce matin-là, on a eu la chance de trouver une babysitter pour nos gosses. On était tranquille et on voulait partir tôt, lorsque la lumière du matin donne les meilleurs résultats. J'ai arpenté la base d'une série de collines. Lui, il était allé ailleurs. Mais on s'est retrouvés au sommet d'une petite colline. Du coin de l'œil, j'ai repéré des ossements qui formaient une ligne. Et je me suis mise à trembler, je m'en souviens. Dès qu'elle a eu creusé un petit peu et gratté tout autour, elle s'est de plus en plus excitée. Et elle a dit « Je pense, j'espère que c'est une méga découverte ». Et c'en était une, en fait, de méga découverte, une très importante. Cathy Wankel a trouvé un Tyrannosaurus rex presque complet. C'est dans toute l'histoire de l'étude des dinosaures une des découvertes les plus rares. Une équipe de paléontologues du musée des montagnes rocheuses dégage avec les précautions d'usage le squelette de sa gangue. Il se penche sur les os brisés avec une persévérance de chirurgien, les installe dans des plâtres protecteurs, creuse par-dessous, centimètre par centimètre. Vous apercevez ici la partie supérieure du crâne. Voici l'arrière et ceci est l'avant, là où se trouvait la gueule. Ce cercle, c'est l'orbite, où se serait trouvé l'œil gauche, juste ici. L'œil droit aurait été là. Et cette partie-ci, c'est la mâchoire supérieure, le maxillaire. Vous pouvez voir une dent très longue qui s'allonge juste en dessous de la fosse nasale. Le squelette gît tordu dans le sol, à l'endroit exact où l'animal est tombé. Mais à quoi ressemblait-il donc, vivant? Pendant les 50 dernières années, l'un des grands triomphes dans l'étude des dinosaures a été de mettre de la chair sur les os et, ce faisant, de changer considérablement tout ce que nous croyions connaître de ces créatures. Nous voici au musée Peabody de l'Université de Yale. J'aimerais vous présenter le plus grand tableau du monde. C'est un espace-temps de près de 350 millions d'années, du Dévonien, qui remonte au Paléozoïque, jusqu'à la fin de l'ère des dinosaures, la fin du Mésozoïque. On l'appelle l'âge des reptiles. Voici une vision ancienne des dinosaures, des géants au cerveau minuscule se déplaçant pesamment à travers de luxuriantes forêts tropicales et se gorgeant de feuilles et d'herbes. Ce stéréotype est splendidement représenté par cette fresque. Depuis qu'elle a été peinte dans les années 40, on a fait un certain nombre de découvertes et de nouvelles idées ont été lancées. Et l'une de ces découvertes, parmi les plus importantes peut-être, a été faite par moi. 1964.
John Ostrom fouille depuis des mois dans le comté de Low, au Montana. Il ne trouve pas grand-chose. Le temps qui lui a été imparti est écoulé. Son équipe remballe le matériel et regagne les voitures. On avait cherché pendant 5 ans avant de trouver quoi que ce soit d'aussi intéressant. Pas loin de l'endroit où sont garées les voitures, Ostrom remarque quelque chose dans le rocher. Les outils sont déjà rangés, il commence donc à gratter la terre avec les ongles. Voici ce qu'il voit d'abord. Stupéfiant. Je n'arrivais pas à y croire. Vous voyez cette griffe? Incroyablement grande, acérée, recourbée. Manifestement les pattes avant d'un prédateur. Et associé à cela, découvert près de là, il y avait cet objet. Visiblement une griffe que j'ai cru appartenant à la patte, parce que ça ressemble beaucoup aux griffes de ses doigts. Mais il n'y avait pas d'endroit où l'insérer. Je me suis posé des questions pendant un certain temps. On a finalement trouvé la réponse. Et il se fait que cette griffe n'appartenait pas du tout à la patte avant. Elle allait en fait avec la patte arrière. Et puis autre chose a été mis à jour dans notre fouille. Et je vais vous en montrer une partie. Des petits morceaux de la queue. C'est encastré dans des petits tas de tendons ossifiés, tout le long, à droite, à gauche et en dessous, ce qui rendait la queue totalement rigide, comme une perche d'équilibriste. Cela aidait l'animal à garder l'équilibre pendant qu'il utilisait les faux de ses pattes arrière pour tuer ce qu'il voulait manger. Ostrom baptise l'animal Deinonychus, la terrible griffe. C'est une machine à tuer, née il y a plus de 100 millions d'années, qui utilise patte arrière et patte avant pour attraper et déchirer ses proies tout en gardant son équilibre grâce à la merveilleuse adaptabilité de sa queue. On est loin de la lourde brute de la fresque de Yale. Ce gaillard-là est un acrobate, rapide, un coureur. Le champ de course de Pontefract, près de Leeds, en Angleterre. McNeill Alexander vient ici pour calculer l'allure réelle à laquelle un dinosaure peut se déplacer. Dans les années 70, les gens se demandaient si les dinosaures étaient des monstres lourdeaux ou de formidables machines à courir. Il n'était pas facile de répondre car les dinosaures sont morts. Si on avait eu des dinosaures vivants, on aurait pu les chronométrer, exactement comme je viens de chronométrer cette course. La distance était de 1 km 600, le gagnant l'a parcouru en 105 secondes, ce qui fait du 54 km à l'heure. On ne peut pas faire ça avec les dinosaures, mais il y a peut-être un autre moyen. Les dinosaures ont laissé derrière eux des traces concrètes de leur vélocité, leurs empreintes. Voici l'une des séries d'empreintes de dinosaures les plus importantes jamais trouvées. Elles se sont conservées au Texas, à Glen Rose, dans le lit d'une rivière. Mais comment estimer leur vitesse de déplacement à partir de leurs empreintes ? Here they come, Meg. That's fine. Good, that's great. Alexander chronomètre les vitesses de déplacement de divers animaux, puis il mesure pour chacun d'entre eux la longueur de sa foulée, la distance entre les empreintes. That's 3 meters 30, 10 feet 10 inches. Il calcule ensuite le rapport qui existe entre la longueur de la foulée et la vitesse réelle. Mais les dinosaures sont immensément grands. Comment les comparer aux chevaux? Est-il possible de comparer un cheval à un chien?
Le voilà qui part. Et il galope maintenant. On l'a un peu ralenti pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Et là, on va faire bouger le chien. On va ralentir le chien pour qu'il fasse le même nombre de foulées par seconde que le cheval. On a ajusté l'échelle temporelle pour qu'il corresponde. Mais on n'a pas encore ajusté l'échelle dimensionnelle. Alors, ce qu'on va faire, c'est agrandir le chien, lui donner la même taille que le cheval. Les voilà qui bougent de la même manière. Imaginez le chien avec un peu moins de poils et un cavalier sur le dos. Le chien se déplace vraiment comme un cheval. Alexander découvre que tous les animaux bougent comme s'ils étaient les modèles réduits l'un de l'autre, c'est-à-dire que les chats et les chameaux, les chiens et les chevaux se ressemblent lorsqu'ils se déplacent à une vitesse identique. Cela fonctionne aussi pour les bipèdes. Voyez les pattes arrière d'un cheval, elles ont le même mouvement que les jambes d'un humain qui court. En mesurant les os fossilisés, Alexander connaît la longueur d'une patte de dinosaure. À partir des empreintes, il sait quelle est la longueur de sa foulée. Et à partir de là, il peut calculer sa vitesse de déplacement. J'ai examiné les empreintes de dinosaures. J'ai commencé avec les plus célèbres, celles du Texas, et j'ai calculé la vitesse des grands sauropodes. Et mon Dieu, ils étaient plus lents que moi. La vitesse humaine d'une marche à pied vraiment lente. Mais qu'en est-il de la vitesse de pointe d'un sauropode? La vitesse exige de la puissance. Cela signifie que plus un animal court vite, plus ses pattes devront avoir de force par rapport à son volume. En calculant la force des os des pattes de dinosaures, Alexander peut faire certaines comparaisons. Un éléphant peut trotter à du 25 km à l'heure, probablement la vitesse de pointe de l'apatosaure. Un rhinocéros atteint les 30 km à l'heure. Le tricératops se maintiendrait tout juste à son niveau. À quelle allure se déplace un tyrannosaure? Alexander pense que ses os sont relativement faibles. Mais il n'existe pas d'empreintes à partir desquelles on pourrait calculer sa vitesse de déplacement. Du 23 km à l'heure, pense-t-il. D'autres chronomètrent le tyrannosaure à 30 km à l'heure, et même parfois plus. Ici, dans le désert de l'Arizona, la formule Alexander va être appliquée. L'étudiante Grace Irby et le paléontologue Jim Farlow cherchent une série d'empreintes de dinosaures. Elles doivent se trouver quelque part dans les environs parce que le paléontologue Bird les a signalées en 1930. Bird n'a jamais noté la situation exacte, mais il a laissé un indice, une photo de lui sur le site. Le paléontologue Scott Matsden, collègue de Farlow et Irby, retrouve la dite photo dans un vieux livre. Il reconnaît les formations rocheuses à l'arrière-plan. This looks like a good match. Yeah, I think you're right. Le secret de Bird n'en est plus un. Scott Madsen a eu le même problème que nous. On croit avoir un site bien défini avec tous les repères, mais pas moyen de trouver une empreinte où que ce soit. On croit donc avoir fait une erreur. Mais c'est que le vent, la pluie transportent du sable qui recouvre complètement le site. Il faut donc le nettoyer de manière approfondie pour enlever tout ça avant de pouvoir apercevoir l'une de ces empreintes.
C'est un très joli site à empreintes de dinosaures, parce qu'on y trouve des traces de grands spécimens et de petits dinosaures bipèdes à 3 doigts. J'aime beaucoup leurs empreintes. J'ai travaillé sur des squelettes, on peut en tirer bien des informations, mais tout bien considéré, le plus beau squelette n'est jamais qu'un cadavre. C'est une chose morte. Alors que quand on regarde ces traces-là, on voit où l'animal va, un pas après l'autre. C'est presque comme une machine à remonter le temps jusqu'à l'époque des reptiles du Jurassique. Ces empreintes appartiennent à un théropode, un dinosaure carnivore de la taille d'une autruche. Farlow détermine la longueur de la foulée de l'animal. Okay, call that one 313. 313. Okay, Jim. It doesn't. So how does that compare with what we got before? Well, the first was 312, the second measurement 314, and then the last one was 313. Close That's enough for pretty good. government. On passe à la formule Alexander. Bon, tu prends la hauteur de hanche à 1,05, Y pour X, 1,17, le changement de signe égale 0,621, et voilà la bête. On dirait qu'elle trottait à du 17 km à l'heure. 11 miles per hour. Tu peux courir aussi vite? Farlow trouve d'autres empreintes. Elle l'entraîne au-delà de ses possibilités. Un dinosaure qui court à du 37 km à l'heure, plus rapide qu'un champion olympique. Ce qui soulève une nouvelle question. Un animal à sang chaud, un lion par exemple, garde sa température corporelle à un niveau constant et reste actif même pendant les nuits froides lorsque la température extérieure est basse. Il y arrive grâce à ce que les scientifiques appellent l'endothermie. Un animal à sang froid est au contraire inerte lorsque l'air autour de lui est froid et ne s'active que lorsque sa température interne augmente grâce à la chaleur du soleil par exemple. Lorsque le soir l'air fraîchit, l'animal retourne à l'état de repos. C'est ce que les scientifiques appellent l'ectothermie. Aujourd'hui, la plupart des animaux rapides, agiles, sont endothermiques, ils ont le sang chaud. Mais en principe, les dinosaures sont supposés être des reptiles, et nos reptiles d'aujourd'hui ont le sang froid. Alors, les dinosaures avaient-ils le sang froid ou le sang chaud? Une réponse peut être trouvée au zoo. Nous sommes ici au zoo national où l'on s'apprête à nourrir de petits mammifères à sang chaud. La caractéristique des créatures à sang chaud est de manger beaucoup, de manger tout le temps. Quand on a le sang chaud, la chaudière de votre corps brûle les calories. Votre travail diététique n'est jamais fini, jamais. Quand on a le sang froid, c'est tout autre chose. Un bon exemple, c'est un chat mangeur de viande à l'état sauvage. Combien pèse à peu près votre félin? 4 kilos, d'accord. Le poids total de la nourriture que vous lui donnez en une semaine? Bien. Voilà 2,5 kilos de viande. La ration hebdomadaire pour un petit mammifère carnivore à sang chaud. Passons à présent du mammifère au lézard. Un lézard à sang froid ayant le même régime dans le même habitat, le zoo ou la nature. Il ne lui faudrait qu'un peu moins de 150 grammes, 1/20 de ce morceau de viande par semaine pour le lézard, à cause de son sang-froid. Le sang chaud est un processus d'adaptation extraordinaire, mais qui exige un énorme prix à payer. Il faut manger tout le temps d'énormes quantités de nourriture. La grande différence entre la quantité de nourriture nécessaire aux reptiles et celle nécessaire aux mammifères fournit à Becker l'élément dont il a besoin. Parmi les animaux à sang chaud, la proportion entre prédateurs et proies est constante. Pour rester en vie, un prédateur à sang chaud doit, en un an, manger 50 fois son propre poids. Avec pour résultat que parmi les animaux à sang chaud, 2% sont prédateurs, les autres sont des proies.
Un prédateur à sang-froid, comme le crocodile par exemple, doit pour survivre n'avaler que 5 fois son propre poids par an. Le pourcentage de prédateurs par rapport aux proies est donc plus grand. Lorsqu'on regarde nos dinosaures, quel est le pourcentage de prédateurs? 2% d'animaux à sang chaud ou 20% d'animaux à sang froid? Je vais vous donner le chiffre. Il est de 1 à 3%. 1 à 3% de toute la gent dinosaurienne est carnivore. Et c'est un chiffre d'animal à sang chaud. Un reptile à sang chaud? Pareille créature n'existe nulle part dans la nature. Et pourtant, à certains points de vue tout au moins, les dinosaures se comportent comme des créatures à sang chaud. Ils semblent parcourir de grandes distances. Il n'existe nulle partie du monde inaccessible aux dinosaures. Les traces de leur passage se retrouvent partout. Hadrosaures au Japon, Protocératops en Mongolie, Stégosaures en Europe et en Afrique, d'immenses sauropodes dans toute l'Amérique du Nord et du Sud, et, ce qui est peut-être le plus significatif, hadrosaures et cératopsiens en Alaska. Voici le versant nord de l'Alaska, à 160 km du cercle arctique. C'est, durant la plus grande partie de l'année, un désert glacé. Mais durant l'été, et ce pendant un mois, la température peut atteindre les 20 degrés Celsius. Une équipe de scientifiques profite du temps relativement clément pour partir à la recherche de preuves qui permettraient de trouver une réponse à la question de la température corporelle des dinosaures. Supposons que les dinosaures aient le sang chaud. Comment pourraient-ils supporter ce climat? La plupart d'entre eux n'ont ni poils ni plumes pour leur tenir chaud. Et autre question, que peuvent-ils manger? Tout dépend de ce à quoi ressemblait l'Arctique il y a 90 millions d'années. Les chercheurs se partagent en deux groupes. Pendant que l'un se met à chercher des os et d'autres indices concernant la température corporelle des dinosaures, l'autre, formé par les paléobotanistes Judy Parrish et Bob Spicer, part sur la piste d'un autre gibier, des plantes fossiles. I'll go and prospect the plants. Okay. Voici l'empreinte d'un tronc qui date d'à peu près 90 millions d'années. On peut voir le dessin du bois. Ceci est peut-être une empreinte de l'écorce. Et on peut voir qu'il s'agit d'un grand arbre. Nous savons, à partir d'autres exemplaires d'empreintes d'arbres de cette époque, que ces arbres avaient des cercles de croissance très larges. Ce qui nous apprend que pendant la saison de croissance, ils poussaient sans problème. Les cercles des arbres ont en général des bandes claires et des bandes foncées. La bande claire apparaît quand l'arbre pousse durant l'été, la bande foncée en automne si la saison de croissance comporte une période froide. Ces arbres n'ont pas de bande foncée, ou alors elle est très très mince. Ils poussaient donc très rapidement pendant la saison de croissance et s'arrêtaient ensuite brusquement. À partir de feuilles fossilisées, Spicer et Parrish déterminent la météo. Dans l'Alaska préhistorique, la température doit être en moyenne de 25 degrés Celsius. Les dinosaures peuvent-ils survivre dans un tel climat? La réponse est claire et simple. Un bon millier d'os de dinosaures ont été ramassés sur ce versant depuis 10 ans. Voici le fin fond du dépôt d'ossements. Et comme vous pouvez le voir, il y a des tas et des tas d'os qui sont tout simplement entassés ensemble. Voici comment tout a commencé. J'ai trouvé un petit bout d'os ici, une omoplate, l'omoplate d'un individu jeune, et en l'extrayant, j'ai trouvé des ossements de chaque côté. Voici un os long, c'est un os de patte arrière. Ici, on a une côte. Ici,
un os de patte avant et un autre os de patte avant. En assez piteux état, je crois. Il n'est pas très bien conservé. Ça continue par en dessous et par là. Et je vais devoir en enlever un peu de ce côté-ci et un peu par là pour en venir à bout. Et ne doutons pas que ça se prolonge jusque dans le talus. Les dinosaures sont donc nombreux ici, du moins durant l'été. Ils ont assez de soleil et de nourriture pour survivre. Le climat ne doit pas être plus rude que l'automne dans le nord des États-Unis. Mais qu'en est-il en hiver, lorsque le soleil ne brille que 4 heures par jour? Que font-ils? Hibernent-ils? Si j'avais été dinosaure, je n'aurais pas voulu rester ici pendant l'hiver. 3 mois d'obscurité avec les températures qui tombaient probablement à 0. C'est pour ça, je crois que, comme beaucoup de modernes caribous, par exemple, les dinosaures migraient. Probablement en troupeaux énormes, par centaines ou par milliers à la fois, revenant vers le nord au printemps, suivant la croissance de la végétation. Ils passaient l'été sur le versant arctique, où il y avait plein de nourriture et où la durée du jour était constante. Puis, quand l'année se terminait et que l'hiver arrivait, ils retournaient vers le sud, toujours sur les traces de leur source de nourriture. Des troupeaux d'hadrosaures et de pachyrhinosaures en migration sont un argument solide en faveur d'une thèse de dinosaures à sang chaud. Il est impossible qu'un animal à sang froid puisse rassembler assez d'énergie pour faire un voyage sur des centaines de kilomètres par une température glaciale. Mais qui sait? Dragon 2, this is Dragon 1, Dragon 2, this is Dragon 1, come in please. Tamarindo, sur la côte pacifique du Costa Rica. Jim Spotilla est physiologiste animal à l'université Drexel de Philadelphie. Avec ses collègues, il est à la recherche d'une tortue luth. C'est le plus grand reptile marin existant. Chaque année, elle quitte les eaux fraîches du Pacifique Nord et parcourt les quelques 3200 km qui la séparent du Costa Rica tropical pour venir pondre ses œufs. Un reptile à sang froid peut-il accomplir un effort aussi titanesque? Cette tortue ressemble-t-elle davantage à un mammifère? A-t-elle le sang chaud? Si oui, nous aurions au moins là un exemple de reptile à sang chaud, ce qui viendrait renforcer la thèse des dinosaures à sang chaud. Mais comment savoir si une tortue a le sang chaud? On mesure son souffle. On peut, à partir de son souffle, déterminer son métabolisme, ses dépenses énergétiques. Un métabolisme élevé est la preuve d'un sang chaud. Nous allons peser la tortue pour trouver la relation entre son niveau métabolique et sa taille. Les grands animaux ont un métabolisme plus lent que les petits.
Pour découvrir ce qu'il en est des dinosaures, nous devons étudier le plus grand des reptiles, cette tortue. Elle pèse plus de 300 kilos, c'est ce que nous avons de plus grand. Il n'y a que le crocodile qui la surpasse. Il fait 8 mètres et avalerait facilement la moitié de nos collaborateurs. On ne travaillera donc pas avec cet animal-là. Ça nous fait 300 kilos, moins 10 pour le filet, disons un poids de 290 kilos, une masse de près de 625 livres. On lui a mis un masque. C'est un réservoir d'eau d'environ 20 litres. On vérifie si elle respire librement et si le masque est étanche. On peut entendre l'air qui s'en échappe. Il faut que cette valve reste ici, vers le bas. Je te montre comment faire. Le lendemain matin, 2 sacs remplis de souffles de tortue ont été récoltés. Plus qu'il n'en faut pour l'expérience du chercheur Frank Palladino. Il analyse le souffle de la tortue et cherche la quantité d'oxygène et de gaz carbonique. À partir de là, il en tirera les conclusions qui concernent le métabolisme. Il saura donc si la tortue a le sang froid ou le sang chaud. Les résultats obtenus sont passionnants et tout à fait uniques, parce qu'ils nous démontrent que bien que la consommation d'énergie de cette tortue est un peu plus élevée que ce à quoi on s'attendait pour un reptile de cette taille, elle est très différente des mammifères de grande taille avec lesquels j'ai travaillé par le passé, comme les éléphants ou les oiseaux. Le métabolisme de ces tortues est vraiment reptilien. Mais si la tortue a le sang froid, et les dinosaures aussi, comment peuvent-ils faire le long voyage depuis l'Alaska jusque vers des climats plus chauds? En ce qui concerne les tortues, c'est peut-être parce qu'elles peuvent nager. Mais pour les dinosaures, comment ont-ils fait le voyage? C'est leur volume, dit Spotilla. Les grands objets, qu'il s'agisse de maisons, de tortues, de reptiles, de mammifères, se réchauffent et se refroidissent plus lentement que les petits objets. C'est cette combinaison d'isolation et de taille qui explique sa chaleur. On appelle ça la gigantothermie. Cette tortue est un très bon exemple de gigantothermie. Et le seul autre meilleur exemple de gigantothermie était probablement le dinosaure. Elle est prête. Dès qu'elle aura retrouvé ses repères, je crois qu'elle se mettra à l'eau. La théorie de la gigantothermie, qui veut que la taille d'un animal l'aide à conserver sa chaleur, suggère que les dinosaures peuvent avoir des corps chauds et donc des modes de vie actifs, tout en partageant le même métabolisme reptilien des tortues. Voilà donc définitivement établi le fait que les dinosaures sont des animaux à sang froid. Pas si vite. Les dinosaures ont peut-être une stratégie intermédiaire. Une température corporelle plus élevée que les reptiles, mais plus basse que les mammifères. Y a-t-il moyen de résoudre une fois pour toutes ce problème de chaud-froid? Nous avons ici un nid de bébés dinosaures à bec de canard, des mayasaures, avec un adulte. Le problème est de savoir comment on passe du stade de poussin de 45 cm à celui d'animal de 8 à 10 mètres. Et nous savons qu'en les comparant aux crocodiles et aux alligators modernes, ces animaux grandissent d'à peu près 30 cm par an. Donc si les dinosaures grandissaient comme un reptile à la croissance rapide, ils sortiraient de l'œuf grand de 40 cm et mettraient donc 20 ans pour atteindre une taille adulte. Il se fait que nous avons le moyen de déterminer combien de temps ça leur prenait en observant la structure interne de l'os. Une série de fémurs ayant appartenu à plusieurs mayasaures, du bébé jusqu'à l'adulte, fournit à Horner une vision presque directe d'un dinosaure en pleine croissance.
Son travail de pionnier dans le domaine de l'histologie osseuse, l'analyse au microscope du tissu osseux fossilisé, révèle des faits nouveaux et surprenants. On obtient beaucoup de renseignements sur la croissance et le métabolisme des dinosaures en observant la structure interne de l'os. Nous avons ici une très mince coupe du fémur d'une tortue. Voici l'extérieur de l'os, ici. Ces petites zones noires sont des ostéocytes. Et ce qui nous intéresse, ce sont les canaux vasculaires, les espaces où les vaisseaux sanguins passaient à travers l'os. Dans ce cas particulier, nous avons affaire à un animal à la croissance relativement lente, et nous n'avons que quelques canaux vasculaires. Si nous observons un os de tortue, nous obtenons un modèle de croissance d'animal à sang froid. Cette croissance est lente. Si on place sous le microscope un os d'animal à sang chaud, d'un oiseau par exemple, l'image est totalement différente. Les canaux vasculaires courent à travers l'os, ce qui est la preuve d'un métabolisme élevé et d'un rythme de croissance rapide. C'est typique d'un animal à sang chaud. Observons à présent l'os d'un bébé mayasaure. Les canaux vasculaires apparaissent en blanc. À quoi les comparer? À une tortue ou à un oiseau? Comme vous le voyez, le dinosaure possède une vascularisation dense comme les oiseaux. En fait, il y a plus de vascularisation que chez certains des oiseaux de grande taille comme les autruches ou les émeus. On va s'en souvenir et passer à un dinosaure adulte. Comme vous le voyez, on trouve dans l'os adulte beaucoup de ces canaux vasculaires, là où sont les petites taches blanches. Ce qui est intéressant, c'est cette ligne noire qui court ici. C'est une ligne d'arrêt. Quand l'animal était plus jeune, il grandissait relativement vite. Il grandissait, grandissait, grandissait. Et à ce point particulier, la croissance est ralentie. Et comme chez nous et d'autres animaux, le métabolisme se ralentit. Nous, on le fait quand on atteint la quarantaine et les dinosaures le faisaient aussi. Mais il semble l'avoir fait lorsqu'ils atteignaient l'âge de 4 ans. Pour Horner, les nombreux canaux vasculaires et la mince ligne d'arrêt décident de la question. L'histologie osseuse nous dit que les dinosaures ont des métabolismes élevés, plutôt élevés, qu'ils grandissaient vraiment vite et qu'ils étaient probablement beaucoup plus proches des oiseaux que des reptiles. Qu'ils étaient probablement des animaux très actifs comme les oiseaux et nullement paresseux comme les reptiles. Dans cette controverse, il n'y aura pas de décision finale. Certains scientifiques disent que les mayasaures de Horner sont peut-être un cas particulier. Mais beaucoup de sommités sont à présent d'accord avec lui et disent que, oui, les dinosaures ont le sang chaud. Des dinosaures migrateurs, des dinosaures qui courent, des dinosaures aussi actifs que les oiseaux. Toute cette nouvelle information signifie que l'animateur de notre série, Dave Alexovich, doit, s'il veut respecter l'actualité, constamment revoir ses idées. Pour son stégosaure, il se rend chez Bob Baker. C'est le spécimen original de 1920. Cela reste un excellent montage. Vous ne trouverez pas d'autres dinosaures avec des plaques d'armure aussi importantes que le stégosaure laticeps. Ça, c'est de l'armure. Et il pouvait remuer. Ces plaques pouvaient remuer. Tu veux dire que ces plaques peuvent bouger? Oui, oui. Regarde la manière dont elles sont insérées dans le corps, juste par leur tranche inférieure, le côté mince. On tire un peu sur la peau du muscle et ce machin se balance de droite à gauche. Ça devait effrayer les prédateurs. En fait, c'est tout l'animal qui était incroyablement flexible, depuis le mufle jusqu'aux hanches. Pas la moindre raideur, ni dans le torse, rien de raide dans les épaules, le corps peut tourner d'un côté à l'autre et se plier en deux.
Voici les arts martiaux du Mésozoïque, agrémentés de pas de danse. Et la raison de cette chorégraphie, c'est l'extrémité de la queue. On a 4 pointes anti-prédateurs, vraiment très aiguisées. Un concept génial, chouette à dessiner. Super à animer, je parie. Les dinosaures qui vont succéder aux stégosaures, comme le Tricératops, ont une toute autre approche de l'attaque et de la défense. Et puis, il y avait les cératopsiens, comme le Tricératops, avec une manière agressive de contre-attaquer en chargeant le grand prédateur. Même s'il s'agit d'un herbivore, la cuisse est gigantesque. C'est 2 fois la masse, 2 fois la force de l'éléphant africain. Et le mollet, bien que court, possède un muscle qui, lors de la contre-attaque, pousse l'animal en avant lorsqu'il charge. La patte avant est massive, puissamment musclée. L'omoplate a de la force, à nouveau simplement pour pousser cet animal en avant. Et si on regarde sous la tête, on peut voir l'articulation, là où elle se rattache au cou, jusqu'à l'endroit du centre de gravité, ce qui fait que la tête peut pivoter dans toutes les directions. C'est juste là, en dessous des yeux, entre les cornes. Et les muscles peuvent alors faire bouger cette tête de haut en bas et sur les côtés facilement. Elle doit pouvoir le faire. Regarde où se trouvent les orbites. Les yeux sont sur le côté, comme chez le rhinocéros. Il scrute l'horizon pendant qu'il rumine. Il voit un prédateur, il pousse vers l'avant et les muscles du cou font bouger la tête vers le haut et sur le côté. Comme s'il était une combinaison de rhinocéros géant et de taureau indien. Voici la meilleure raison de cette défense organisée. Le Tyrannosaurus rex. Tous les dinosaures ne sont pas de paisibles herbivores. Certains adorent la viande. Et Bob Baker donne à notre animateur une image de la mécanique interne de ce carnivore broyeur d'os. Juste ici, dans la centrale d'énergie, on devrait avoir une gigantesque paire de poumons et un gigantesque cœur. En fait, ce que nous avons, c'est cet énorme éventail de côtes entourant la cavité cardiaque et la cavité pulmonaire. Ceci n'est pas la centrale énergétique d'un lézard de 3500 kg. C'est celle d'un prédateur actif qui pouvait courir, combattre et tuer heure après heure sans se fatiguer. Ces dents sont inhabituelles. Elles sont étranges. Elles ne sont pas aiguisées. Elles sont comme de grands pieux d'acier, faites pour s'enfoncer dans les tendons et la chair, pour réduire en bouillie les vertèbres et tuer d'un seul coup de dent. J'imagine une chasse de tyrannosaures. Disons une jeune femelle avec des petits à nourrir. Elle cherche avec les yeux. Elle scrute le paysage à la recherche d'un tricératops qu'elle pourra séparer du troupeau.
Ces nouvelles idées sont prises au sérieux par les musées du monde. Ici, à Toronto, au Canada, on construit un spécimen de dinosaure pour le Musée américain d'histoire naturelle de New York. Peter May gagne sa vie en construisant des dinosaures. Autrefois, monter un squelette en pierre d'une hauteur de 16 mètres aurait posé d'intéressants problèmes d'équilibre. Voyons de quoi ça a l'air avec l'humérus. Aujourd'hui, on utilise des moulages en plastique très légers, des copies des os originaux. Ce titan est quasi un poids-plume. Si on mettait l'animal original ici, il pèserait probablement plus d'une tonne. Celui-ci pèsera probablement entre 150 et 200 kilos. Ce sera très dynamique. Et plein de scientifiques du musée américain de New York vont venir aujourd'hui. C'est la première fois qu'ils le verront et la première fois que nous le verrons. Ça va avoir l'air très bien. Jack McIntosh est peut-être le plus grand expert mondial en sauropodes. Ce qu'il y a, c'est que les plaques du sternum, celles que donnent au Monument national du dinosaure, ont autant d'espace que ça entre elles. Le problème ici, c'est le rapport exact entre sternum, épaule et côte. Voici ce qui va déterminer les côtes. On va les travailler comme ça. Il n'est pas possible que ça vienne un peu plus loin, n'est-ce pas? On dirait une articulation, non? Ok, ça m'a l'air bon. Ça a peut-être été raccordé. Ah, c'est sûr. Ça me paraît bien. Le spécimen est inauguré au Musée américain d'histoire naturelle de New York City en décembre 1991. Quand on a décidé de monter le spécimen, on voulait quelque chose qui représentait certaines des nouvelles idées concernant les dinosaures, mais c'était contraire au montage traditionnel. Les visiteurs découvrent une tranche de temps de 150 millions d'années. Une mère barosaure se dresse sur les énormes piliers de ses pattes arrière pour défendre le bébé accroupi derrière sa queue. La menace vient d'un allosaure, un dinosaure carnivore aux crocs aiguisés comme des rasoirs. Le barosaure n'a pour seule arme que son énorme masse et ses petites pattes avant. Des griffes cruelles et une bonne vitesse de déplacement jouent en faveur de l'allosaure. Je crois que ça représente quelque chose de très dynamique. Et ça fait vraiment passer l'idée que les dinosaures étaient des animaux avec un mode de vie très actif, comme nos animaux contemporains. Le spécimen monté donne lieu à un considérable débat. S'agit-il là de véritable science? Les barosaures se préoccupent-ils à ce point de leurs jeunes? Et même s'il faut les défendre, est-ce possible, dressés sur les pattes arrière? Bien sûr, les fossiles ne nous disent pas qu'ils pouvaient vraiment faire ça, mais ils ne nous disent pas non plus qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'est une spéculation, quelque chose pour encourager notre imaginaire. Dans ce musée, la science et l'imaginaire se sont épousés. Car la science a besoin d'imagination. Il s'agit en fait de bien plus que simplement mettre des os ensemble, comme s'il s'agissait d'un jeu de mécano. Ce spécimen a pu être assemblé grâce à une combinaison de science, de devinettes et de créativité. Ces dernières années,
La créativité est poussée dans ses derniers retranchements. Les scientifiques utilisent toutes les armes de leur arsenal pour percer les secrets les plus intimes de la vie des dinosaures. Comment mangent-ils? Comment digèrent-ils? Comment élèvent-ils leurs petits? Comment sont-ils morts?